Bonsoir et bienvenue à la Bibliothèque des rêves. Installez-vous confortablement. Ce soir, je vous propose des histoires vraies, de villes fantômes, des endroits qui se sont à une époque urbanisés et qui ont été ensuite abandonnés, soit pour des raisons économiques, soit à cause d'une catastrophe. Et ces endroits sont restés figés dans le temps. Une caractéristique des villes, petites ou grandes, c'est d'évoluer constamment. On construit de nouveaux bâtiments, l'urbanisme change, et elles deviennent la somme de toutes les périodes qu'elles ont connues. Les villes fantômes voient ce processus d'évolution interrompu, brutalement. Elles restent telles qu'elles étaient, au moment de leur abandon. Et elles donnent à voir un aperçu de ce qu'était la vie il y a des années, ou des dizaines d'années. Ce soir, on va découvrir 4 villes fantômes, et les pages d'histoire qui vont avec. 2 aux États-Unis, Bodie en Californie, et North Brother Island, qui techniquement n'est pas vraiment une ville. C'est une île qui fait partie de New York, du Bronx, mais qui a été urbanisée, habitée, et ensuite abandonnée. Et je vous parlerai en particulier de son habitante la plus connue, Typhoid Mary, ou Marie Typhoïde. Les 2 autres villes seront en Amérique latine, Real de Catorce, au Mexique, une ville dans laquelle on ne peut aller qu'à travers un long tunnel sous les montagnes. À une époque, elle avait 15 000 habitants, qui vivaient d'une mine d'argent. Et enfin, on terminera en Argentine, à Villa Epecuén. C'était une ville thermale prospère, un lieu de villégiature, qui a été entièrement inondé et évacué. Ensuite, les eaux se sont lentement retirées au cours des 20 dernières années, en révélant une ville fantôme qui est restée submergée pendant des dizaines d'années. Donc ça nous fait beaucoup de choses à découvrir, mais ne vous inquiétez pas, si vous vous endormez, vous pouvez toujours revenir une autre fois et reprendre ces histoires. Je vous remercie aussi d'évaluer positivement cet épisode, de vous abonner à la Bibliothèque des rêves, de commenter. Tout ça aide à diffuser ce programme parce que les algorithmes le prennent en compte. Et c'est important pour son avenir. Et maintenant, commençons nos histoires. Pour la première, on part à New York, à North Brother Island. Je vous le disais, il n'y a jamais eu une ville complète sur North Brother Island. Mais il y a eu à une époque un grand hôpital, une institution qui comprenait différents pavillons, à l'écart de l'activité trépidante de la ville de New York. Aujourd'hui, seules restent les ruines de cet hôpital sur l'île. Et elle a été transformée en petite réserve pour les oiseaux. Sans interférence humaine, la végétation a couvert l'île et elle absorbe lentement les ruines de l'hôpital. Le nom de cet hôpital, Riverside, reste associé à une patiente en particulier, une sorte de célébrité qui a passé une 20aine d'années internée sur l'île. Mary Malone, plus connue sous le nom de Typhoid Mary, ou disons Typhoid Mary en français. C'est peut-être un nom que vous avez déjà entendu, même si peu de gens savent l'histoire qui se cache derrière. Il y a plus d'un siècle, cette histoire a eu un grand retentissement aux États-Unis, et même internationalement. Et pour comprendre tout ça, il faut en revenir au début du XXe siècle, quand New York était en plein boom.
et devenait chaque jour un peu plus cette grande métropole qu'elle est toujours aujourd'hui. Les premiers gratte-ciel venaient d'apparaître, les grands magasins bruissaient constamment d'activité, tout comme les gares, les ferries. Broadway brillait tous les soirs, avec ses illuminations électriques. Wall Street était déjà un centre de la finance mondiale. New York avait déjà dépassé les limites de l'île de Manhattan aussi, son berceau historique. Et avec les vagues sans fin d'immigrants venus d'Europe, les anciens esclaves et leurs descendants, dont beaucoup avaient migré vers le nord industriel des États-Unis, à la recherche d'emploi et d'une vie plus tranquille. New York avec ses usines et ses installations portuaires qui faisaient vivre une grande classe ouvrière, ses immeubles, parfois aussi ses bidonvilles à la périphérie, qui contrastaient avec les résidences luxueuses de la bonne société. New York était un monde à lui seul, où coexistaient la misère et la fortune, le désespoir et la joie, la résignation et l'ambition la plus démesurée. Notre histoire commence dans le quartier le plus huppé et traditionnel de Manhattan, autrefois comme aujourd'hui, l'Upper East Side, autour de Park Avenue. En 1906 et 1907, il apparaît qu'un nombre inhabituel de maisons bourgeoises, de familles, sont frappées par des cas de fièvre typhoïde. La typhoïde, c'est une infection bactérienne qui cause des fièvres, des douleurs abdominales et des migraines, parmi d'autres symptômes. Une majorité des malades s'en sortaient à l'époque, parfois difficilement, avec des symptômes qui pouvaient durer des mois, et qui les clouaient au lit, mais ils survivaient. Ce qui étonne quand même, dans les années 1900, c'est que la fièvre typhoïde est une pathologie associée aux endroits plutôt surpeuplés, où les conditions d'hygiène sont très précaires. Dans les appartements luxueux et les maisons de Park Avenue, c'est une maladie qui ne semble pas à sa place, étrange. 20 ans auparavant, la bactérie responsable de la typhoïde, qui est un genre de salmonelle, a été identifiée. Et bientôt, il y aurait un vaccin et des antibiotiques qui réduiraient drastiquement la prévalence de cette infection. Mais dans les années 1900, tout ce que les gens peuvent faire, c'est prendre des précautions et, en cas d'infection, traiter les symptômes en espérant leur survivre. Et sans traitement, la typhoïde est encore une cause de mortalité importante dans les quartiers pauvres des villes. Par contre, dans une maison bourgeoise, spacieuse, avec des salles de bain et une faible densité de résidents, un cas de fièvre typhoïde est quelque chose de très rare. Et plusieurs cas dans le même quartier, c'est quelque chose d'impensable, en tout cas jamais vu. Des enquêteurs cherchent une cause à cette épidémie de typhoïde très localisée. Et ils trouvent que toutes les familles ont une chose en commun. Elles ont employé la même cuisinière. Son nom est Mary Malone, une immigrante venue d'Irlande. Mary était née en 1869, dans ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord. À l'âge de 15 ans, comme beaucoup d'Irlandais au XIXe siècle, elle émigre aux États-Unis, où elle a déjà de la famille. À son arrivée, elle vit avec son oncle et sa tante, et travaille comme employée de maison, comme bonne. Et ensuite, elle devient cuisinière pour des familles riches. Dans les maisons bourgeoises, à l'époque, les familles de banquiers, d'industriels, d'avocats, d'hommes politiques, la demande de personnel est bien plus grande qu'aujourd'hui. On emploie des bonnes, des cuisinières, des majordomes, des femmes de ménage, des chauffeurs. Une famille riche emploie systématiquement plusieurs personnes à plein temps.
parfois plus qu'il n'y a de membres de la famille. Cette pratique d'avoir une grande domesticité est quelque chose de courant en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Souvent, les employés vivent dans la maison où ils travaillent, dans des chambres sous les toits, dont les chambres de bonne des immeubles parisiens ou dans les grandes villes sont un vestige. Mais dans les maisons les plus riches, dans les hôtels particuliers, il y a des quartiers ou des étages entiers dévolus aux employés. Le traitement qui leur est réservé est assez aléatoire. Tout dépend de la maison dans laquelle ils atterrissent. Évidemment, ils sont libres de partir, s'ils veulent, mais sachant que le toit au-dessus de leur tête dépend de leur emploi, et aussi que sans recommandation de leur employeur précédent, ils n'ont pas grande chance d'en trouver un autre emploi, au moins dans la même ville, leur marge de manœuvre est quand même limitée. Une situation à l'époque qui n'est pas propre aux employés de maison, d'ailleurs. Souvent, les salariés de l'industrie et du commerce ne peuvent pas se permettre de claquer la porte en mauvais termes avec leurs employeurs, parce que ça peut leur boucher toute perspective. Donc on trouve tout type de situation. Certains restent avec la même famille toute leur vie. C'est un cas assez fréquent. Certains changent d'employeur, ce qui peut les amener à changer de ville. Mais dans une grande ville comme New York, ou Londres, ou Paris, on trouve généralement à s'employer dans une autre maison. Le marché de l'emploi domestique y est vaste, surtout dans les décennies avant la Première Guerre mondiale. Parce que la croissance économique est assez soutenue, beaucoup de nouveaux riches apparaissent, la bourgeoisie s'étend, en particulier aux États-Unis. Donc si en plus on a une qualification, comme on a une cuisinière, les opportunités d'emploi ne manquent pas. Et Mary Mallon en profite pour changer d'employeur, très souvent. Entre 1900 et 1907, elle travaille successivement dans 8 maisons différentes. Cette époque de la domesticité abondante, on pourrait dire, est complètement révolue aujourd'hui. Il y a encore des familles très riches avec beaucoup d'employés. Mais le fait d'avoir ce qu'on appelait à l'époque des gens de maison n'existe quasiment plus dans les classes moyennes supérieures, ou même les classes les plus riches. Alors qu'il y a un peu plus d'un siècle, il était normal d'avoir au moins 1 ou 2 employés, plus souvent des femmes. Pour beaucoup de familles, simplement aisées, sans être à proprement parler très riches. On doit cette disparition à plusieurs choses. Les coûts salariaux ont beaucoup augmenté, mais il y a aussi eu la crise des années 30, qui appauvrit beaucoup d'employeurs et les fait réduire drastiquement la quantité d'employés. Mais surtout, il y a le changement des modes de vie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Les employés veulent des vies plus autonomes et ils n'acceptent plus de vivre sous le même toit que leur patron, sans pouvoir fonder leur propre famille ou simplement vivre librement sans être sous le regard paternaliste ou inquisiteur d'un employeur. Et comme dans la croissance économique très forte d'après la Deuxième Guerre mondiale, les emplois dans tout type de secteur sont très nombreux, industrie ou services, emplois qualifiés ou pas, les employés de maison peuvent partir, et ils le font en masse. Du côté des employeurs aussi, on veut des vies autour d'une famille plus resserrées, sans avoir des étrangers à la famille dans la maison. On n'a plus envie de les loger. Donc tout ça converge pour que le nombre d'employés de maison dans les pays occidentaux commence à chuter dans les années 20. Chute qui s'accélère dans les années 30 et dans l'après-guerre, au point qu'avoir des employés à demeure, qui vivent sur place, est devenu assez rare aujourd'hui. Donc, pour en revenir à Mary Mallon, elle a été formée à ce rôle de cuisinière, et dans le New York des années 1900,
Ça lui donne beaucoup de possibilités professionnelles comme employé de maison. À l'âge de 31 ans, elle est embauchée dans une famille et 2 semaines plus tard, la famille où elle travaille est frappée par la fièvre typhoïde. En 1901, elle s'en va et déménage chez une autre famille de Manhattan. Et là aussi, plusieurs membres de la famille et certains employés développent la fièvre. La lingère de la maison va même en mourir. Mary se rend probablement compte que les cas de typhoïde qui commencent quand elle arrive ont quelque chose à voir avec elle, avec sa présence. Alors elle s'habitue à démissionner quand la typhoïde apparaît dans une maison. Et elle cherche immédiatement un poste dans une autre, où on ne la connaît pas encore. Son emploi suivant, elle l'obtient dans le foyer d'un avocat, où 7 des 8 personnes qui y vivent contractent la fièvre typhoïde. À nouveau, elle en part. En 1904, elle est embauchée par un autre avocat, et cette fois dans cette famille, les employés sont logés séparément. Ils vivent dans un autre lieu que la famille pour laquelle ils travaillent. En une semaine, la typhoïde apparaît dans la maison des employés. Elle en frappe 4 sur les 7. Marie démissionne encore, infecte une autre maison, et après elle prend ses distances avec Manhattan. En 1906, elle trouve un nouvel emploi sur Long Island. C'est une autre île que New York couvre en partie. C'est là que sont les quartiers, les arrondissements de Brooklyn et du Queens. Là, sur Long Island, elle travaille dans la famille d'un banquier qui a loué une maison de vacances. La moitié de la maisonnée est touchée par la fièvre, peu de temps après. Alors elle disparaît, et elle réapparaît fin 1906 dans une maison de Park Avenue. Encore une fois, ça ne traîne pas. Début 1907, une bonne de la maison et la fille des propriétaires développent la maladie. La petite fille va même en mourir. Ce dernier drame, début 1907, intervient alors que depuis mai 1906, les enquêteurs sont déjà sur les traces de Mary Malone. Ils la cherchent. Ils ont sa description, une cuisinière irlandaise avec cette habitude de disparaître dès qu'un cas de typhoïde se déclare chez ses employeurs. Et une femme qui a déjà été présente successivement dans 6 foyers bourgeois où la maladie s'est déclarée. Donc dès qu'ils apprennent qu'un nouveau cas a éclaté dans un appartement de Park Avenue, ils accourent et, comme par hasard, elle est là. Ils la coincent. Comme on peut s'y attendre, vu son attitude des dernières années, elle refuse de reconnaître la moindre responsabilité et elle refuse de leur donner des échantillons pour tester si elle porte la bactérie responsable de la fièvre. Elle se défend simplement en disant que ça n'a rien à voir avec elle, puisqu'elle n'a jamais été frappée par la typhoïde. Alors comment est-ce qu'elle pourrait être contagieuse, en être le vecteur? Et pour sa défense, c'est vrai qu'à l'époque, le concept de porteur sain, d'individu qui transporte un pathogène et qui peut en contaminer d'autres, mais qui ne développe jamais les symptômes, ce concept est encore inconnu. Pas seulement inconnu d'elle, même les professionnels de la santé à l'époque n'ont pas encore cette idée en tête. Donc Mary doit bien sentir qu'elle a quelque chose à voir avec la typhoïde. Eu égard à ses fuites successives, elle n'a pas la conscience tranquille. Mais elle ne peut pas vraiment imaginer qu'elle est porteuse saine, et donc elle doit y voir une sorte de fatalité ou de malchance extraordinaire qui la poursuit. Comme elle ne collabore pas, les enquêteurs l'arrêtent sur ordre du département de la santé de New York en tant que menace pour la santé publique. Pour prendre des échantillons, il faut l'immobiliser. Mais les résultats arrivent vite et ils sont sans appel.
Elle porte une quantité presque inimaginable, presque jamais vue, de bactéries de la typhoïde dans sa vésicule biliaire. En poussant les interrogatoires, on s'aperçoit qu'elle ne se lave pratiquement jamais les mains, ce qui évidemment pour une cuisinière fait froid dans le dos. Mais à l'époque, en 1900, la théorie microbienne, dans la transmission de nombreuses maladies, n'est pas encore totalement installée. Et le fait de ne pas prendre des mesures d'hygiène basiques, c'est quelque chose qui existe encore dans la population. Comme Mary refuse une opération d'ablation de sa vésicule biliaire, c'est une opération faisable à l'époque, mais pas complètement sûre, c'est risqué. Donc elle rejette cette option. Alors on décide de la séquestrer, de la mettre en quarantaine. Où ça? Sur North Brother Island. Et nous voilà de retour sur cette île, en face du Bronx. À l'époque, en 1907, l'île n'abrite que cet hôpital. La ville de New York a depuis longtemps débordé de Manhattan. Mais l'île de North Brother Island est trop petite pour être urbanisée, alors qu'il y a encore beaucoup de places plus faciles d'accès sur le continent ou sur d'autres îles comme Long Island ou Staten Island. Donc jusqu'en 1885, l'île reste inhabitée. Et c'est alors que l'hôpital de Riverside s'y installe. C'est un hôpital qui a été fondé plus tôt au XIXe siècle pour traiter et isoler les malades de la variole, qui est une autre maladie infectieuse, très contagieuse, aussi surnommée petite vérole, mais provoquée non pas par une bactérie, comme la typhoïde, elle est causée par un virus. Ensuite, les missions de cet hôpital s'étendent à d'autres maladies qui requièrent des mises en quarantaine de patients, comme la tuberculose. Et c'est pour ça que cette situation sur une île est choisie. Il n'y a pas d'autres habitants à part les patients et le personnel de l'hôpital. Et l'île devient donc un lieu de mise en quarantaine où les différentes maladies sont séparées par pavillon. Mary Mallon y passe 3 ans, de 1907 à 1910. Une quarantaine, ou plutôt une mise à l'écart sans date d'expiration très claire, pendant laquelle elle nie toujours être dangereuse, en mettant en avant qu'elle n'est pas malade, et même en très bonne santé, et que donc il est illégal et contraire aux droits individuels défendus par la Constitution américaine de la garder internée, sans décision de justice qui la condamne. Elle passe 3 ans de colère et de révolte sur l'île. Elle attaque en justice le département de la santé de New York. Elle fait des crises de nerfs. On l'oblige à suivre des traitements pour éliminer la bactérie de sa vésicule, sans succès. Elle refuse toujours l'opération. Mais effectivement, cette forme d'incarcération finit par soulever des problèmes légaux et éthiques. C'est une situation où des droits individuels, à commencer par le plus essentiel, la liberté, s'opposent à un danger potentiel pour la santé publique. Mais comme à l'époque, le concept de porteur sain a à peine émergé. D'ailleurs, elle est le premier cas de porteur sain reconnu officiellement aux États-Unis. Donc, comme ce concept médical est encore dans les limbes, et que juridiquement il n'existe pas, il est difficile de la garder enfermée contre sa volonté. Un compromis est donc trouvé. On lui propose de sortir, mais à condition qu'elle change d'activité et ne travaille plus jamais comme cuisinière. Et aussi, on lui fait promettre de respecter des règles d'hygiène draconiennes pour protéger les gens qui seraient en contact avec elle. Elle accepte tout, trop contente de partir, et on la relâche en 1910. Enfin libre, après 3 ans d'internement.
C'est le retour à la vie normale, ou une vie plus normale pour elle, mais c'est difficile, en particulier financièrement. Avant d'être incarcérée, elle vit déjà constamment sous la menace de tomber dans la pauvreté. Elle n'a pas de maison, puisqu'elle vit chez des employeurs, et elle n'a aucune économie. Même si le métier de cuisinière est assez bien payé, tout a été dépensé dans les périodes sans emploi qu'elle a connues, à chaque fois qu'elle s'est sauvée depuis 1900. Pour avoir quelques idées en tête, une jeune bonne à tout faire gagnait autour de 20 $ par mois à l'époque. Une cuisinière, 50 $, en plus d'être logée et nourrie. Elle essaye de revenir dans l'emploi domestique en devenant lingère. Mais en plus d'être condamnée par cet emploi à la pauvreté, c'est beaucoup moins bien payé que cuisinière, elle se blesse au bras et elle ne peut plus travailler pendant 6 mois. Après quelques années de cette survie pas très satisfaisante, elle décide de se remettre à cuisiner. Le problème, c'est qu'elle est devenue une petite célébrité pendant ces années d'incarcération à North Brother Island. Ce surnom de Typhoid Mary a été trouvé par les médecins, mais il est apparu dans la presse et il est resté. Donc en 1911, les gens ne savent pas vraiment à quoi elle ressemble, on ne la reconnaît pas dans la rue. Mais beaucoup ont entendu parler de cette histoire et ont lu son nom, Mary Malone, alias Typhoid Mary. Alors elle endosse de fausses identités, elle se présente sous d'autres noms pour qu'on l'embauche. Elle ne peut plus travailler pour des familles riches parce que les employeurs ou les agences d'employés de maison font des vérifications. Alors elle trouve à travailler pour des restaurants ou des hôtels. Et évidemment, le déni ne fait pas disparaître les bactéries dans sa vésicule. Donc très vite, les cas de typhoïde réapparaissent dans son sillage. Partout où elle travaille, mais à une plus grande échelle cette fois, les gens tombent malades. Elle retrouve sa vieille habitude de démissionner et de disparaître dans la nature. Mais des enquêteurs la recherchent et ils la trouvent dans un hôpital où elle vient d'être embauchée et où elle a déjà infecté 25 personnes. Elle est arrêtée et ramenée sur l'île en 1915 et cette fois c'est définitif. Elle va rester enfermée sur l'île pendant 23 ans, jusqu'à sa mort en 1938. Ça a dû être une vie longue et ennuyeuse sur cette île qu'elle n'a plus le droit de quitter. Mais après ce qu'elle a fait, il n'y a pas grand monde pour la plaindre. Autant la première fois, les questions éthiques et légales autour de son enfermement étaient discutées. Autant ce genre de considération n'intéresse plus personne maintenant. Elle a trahi ses promesses, elle a infecté plus de 50 personnes, dont au moins 3 sont mortes. Mais peut-être que ça n'est que le sommet de l'iceberg, parce que son itinéraire, entre 1900 et 1907, et ensuite entre 1910 et 1915 surtout, n'a jamais pu être totalement retracé. Elle a peut-être infecté beaucoup plus de monde, peut-être des centaines de personnes, en particulier dans les années 1910 à 1915, quand elle travaille pour des restaurants et des hôtels, dont la clientèle s'est dispersée sans qu'on puisse suivre les conséquences sanitaires. Donc elle a fait une 50aine de victimes, identifiées, qui sont tombées malades, mais ça pourrait être plusieurs centaines. Pendant plus de 20 ans, sur North Brother Island, on n'ose pas l'approcher. En réalité, la bactérie de la typhoïde ne voyage pas dans l'air. Il faut l'ingérer, donc il n'y a pas de danger à lui parler. Mais selon les quelques personnes qui échangent avec elle pendant ces 2 décennies, elle reste accrochée à son habitude de nier sa responsabilité et aussi de ne jamais se laver les mains.
Au lieu d'être oubliée, dans les décennies suivantes, son histoire se diffuse et reste dans les mémoires, au point que beaucoup de gens ont entendu cette expression, Marie typhoïde ou Typhoid Mary, qui est souvent utilisée pour qualifier quelqu'un de très contagieux, sans savoir à quoi ce surnom, ce sobriquet fait référence. Finalement, elle meurt de pneumonie en 1938, à l'âge de 69 ans, et son corps est aussitôt incinéré. On n'est jamais trop prudent. Donc en 1938, l'île de North Brother Island perd sa star, si on veut, sa résidente la plus célèbre. Et peu de temps après, l'hôpital ferme. Il ferme surtout pour de bonnes raisons. Beaucoup des maladies infectieuses auxquelles il était consacré trouvent des traitements efficaces ou des vaccins qui les éradiquent ou les réduisent fortement, comme la tuberculose ou la variole, qui était l'infection d'origine pour laquelle l'hôpital de Riverside avait été créé. La variole décline au cours du XXe siècle et elle finit même par être complètement éradiquée à la fin des années 70, grâce au vaccin. Donc l'hôpital ferme à la fin des années 30 et après la Deuxième Guerre mondiale, North Brother Island sert de logement temporaire à des militaires et à leurs familles à cause d'une pénurie énorme de logements accessibles dans la région de New York. Dans les années 50, les bâtiments, qui sont maintenant bien vieillissants, servent de maisons de réhabilitation pour des adolescents toxicomanes. On les place là pour les tenir éloignés de la ville et de ses tentations. Mais beaucoup de patients vont déclarer avoir été internés sur l'île contre leur gré, ce qui en aurait fait presque une prison non officielle. Et à ça s'ajoute un scandale de corruption, qui fait que l'établissement ferme en 1963. North Brother Island est alors prête à devenir une mini-ville fantôme. Elle n'est plus habitée. En théorie, c'est un espace très attractif, puisqu'elle est à quelques encablures de Manhattan, proche du cœur d'une mégalopole, dont on entend la rumeur, les bruits, au loin. Donc théoriquement, c'est un espace qui pourrait valoir très cher. Mais North Brother Island n'est pas assez grande pour justifier les investissements nécessaires pour l'urbaniser de façon plus dense. Il y a différents projets qui apparaissent après les années 60. Comment faire un centre d'hébergement pour les sans-abri, ou en faire une annexe de Rikers Island, une célèbre prison de New York qui n'est pas loin. Mais aucun de ces projets n'aboutit. Alors les bâtiments d'origine de l'hôpital sont toujours là, et toujours debout, mais ils sont peu à peu absorbés par la forêt. La végétation a envahi les cours, grimpé le long des murs, pénétré dans les couloirs et les anciennes chambres des patients. Si rien n'est fait, les vieux bâtiments vont finir par s'effondrer et disparaître sous la couverture verte qui a déjà recouvert toute l'île. Mais l'endroit n'a pas été perdu pour tout le monde. La vie sauvage y est en partie revenue, les oiseaux surtout. Et aujourd'hui, si le fantôme de Typhoid Mary hante les ruines de l'hôpital, les oiseaux sont ses seuls compagnons. Pour notre deuxième histoire, on va rester aux États-Unis, mais changer de côte. On va maintenant en Californie pour découvrir un vestige du passé de la Californie, de l'époque où on s'y pressait pour y chercher de l'or. Bienvenue à Bodie, une ville de l'Ouest américain, dont la population est tombée à zéro il y a plusieurs dizaines d'années déjà. Dans les années 1850, la Californie connaît un boom extraordinaire, une ruée vers l'or, qui suit la découverte de filons d'or riches et faciles à exploiter,
La ruée vers l'or elle-même dure quelques années, jusque vers 1855, et ensuite elle se calme. Mais la prospection à la recherche d'or et l'ouverture de mines continuent pendant encore des années après 1855. Beaucoup de villes fantômes aux États-Unis sont des restes de ces phases de boom suivies de chutes presque aussi rapides au XIXe siècle. Que ce soit à cause des mines ou de la construction de voies ferrées, de nouveaux villages apparaissent constamment entre le centre des États-Unis, le Midwest, et la côte du Pacifique. Quelques-uns deviendront des villes, gagneront une sorte de taille critique, diversifieront leur activité et subsisteront jusqu'à aujourd'hui. Mais beaucoup plus n'ont pas ce destin. Ils sont abandonnés après un boom assez court, en laissant seulement quelques bâtiments derrière eux. Et encore quelques autres ont décliné, mais ont réussi à se maintenir un certain temps et atteindre plusieurs milliers d'habitants avant d'être abandonnés. C'est le cas de Bodie, qui a été une véritable ville avant d'être désertée. Dans les années 1850 et 1860, il y avait beaucoup de chercheurs d'or indépendants qui travaillaient seuls ou en petits groupes. Un de ces groupes, dont un des membres s'appelait Bodie, découvre de l'or en 1859, près de ce qui deviendrait la ville du même nom. Mais l'homme qui a donné son nom à la ville ne l'a jamais vu parce qu'il meurt l'année suivante, perdu dans une tempête, un blizzard. Bodie est dans les montagnes près de la frontière de la Californie et du Nevada, à une altitude proche de 1000 mètres. Ça n'est pas un environnement très hostile, mais il peut y faire très froid à cette altitude en hiver. Malgré la découverte d'or, Bodie n'attire pas beaucoup l'attention au départ, parce qu'il y a d'autres sites où on découvre des filons, beaucoup d'autres. Et les quantités trouvées à Bodie ne sont pas extraordinaires. Alors seulement quelques mineurs arrivent, et le site se transforme en une sorte de camp, pas quelque chose qu'on puisse encore appeler une ville. En 1868, donc 9 ans après la découverte d'or, il y a seulement 2 petits moulins à pilon qui ont été installés. Un moulin à pilon, c'est une machine qui concasse le minerai, un broyeur, qui écrase du roc avec une sorte de marteau pour casser la pierre, en faire des morceaux plus petits dont on peut extraire l'or ou d'autres métaux. Mais les quantités d'or réellement extraites sont faibles, et il semble que ce camp n'ait pas beaucoup d'avenir. D'autant plus que pas très loin, au Nevada, on a découvert des dépôts d'argent dont le rendement est plus prometteur. Donc Bodie vivote jusqu'en 1876, qui est le moment de son décollage. Un dépôt d'or beaucoup plus conséquent est trouvé, et le camp devient brutalement beaucoup plus attractif pour prospecter. Les mineurs indépendants et les employés de compagnies minières affluent pour voir si on peut trouver encore plus d'or, et on en trouve. En 1878, 2 ans plus tard, de nouvelles découvertes ont lieu, et Bodie se transforme de camp de fortune en ville champignon. En 1879, il y a 7000 à 10 000 habitants, et au total 2000 bâtiments, là où 3 ans plus tôt il n'y avait que quelques tentes. Le boom continue en 1880. L'espoir d'une fortune rapide attire encore plus de prospecteurs. Et avec cette population arrivent bien d'autres services. Bodie a notamment une banque qui y ouvre, une agence de Wells Fargo. Aujourd'hui, Wells Fargo, c'est un nom très connu des Américains parce que c'est un grand groupe financier avec beaucoup d'agences. C'est une banque de détail. Au cours de son histoire,
il a racheté et fusionné avec d'autres entreprises. Mais à l'origine, Wells Fargo se développe avec le boom de la Californie, en particulier le boom lié à la ruée vers l'or. Ses deux fondateurs, Wells et Fargo, étaient dans le secteur de ce qu'on appelait les express à l'est des États-Unis. Les express, c'est-à-dire la distribution rapide du courrier et des colis. Ce qui, dans les années 1840, était une industrie naissante. Mais en plus du courrier, les deux associés cherchent à étendre les services qu'ils proposent. Et ils contribuent à la création d'une autre entreprise dont le nom est très célèbre, American Express. Autre groupe financier qui est surtout connu aujourd'hui internationalement pour les cartes de crédit. Wells et Fargo voudraient s'étendre en Californie, pressentant qu'il y a un gros marché à y prendre ou à y construire. Mais le conseil de direction d'American Express leur refuse cette idée. Alors ils créent leur propre entreprise, Wells Fargo, à San Francisco. C'est une entreprise d'express, postale, mais ils y ajoutent d'autres services. C'est aussi une banque, et dans les agences Wells Fargo, en plus de déposer et retirer des lettres et des colis, on peut ouvrir des comptes, encaisser des chèques ou déposer de l'argent. L'industrie bancaire, en Californie, décolle avec la ruée vers l'or. Mais en 1855, le boom se termine et il y a un crash financier. Tout le monde se précipite dans les agences bancaires en même temps pour retirer ses avoirs. Une catastrophe puisque la plupart des banques ne peuvent pas immédiatement restituer tous les fonds. Donc elles refusent à leurs clients la restitution de leur argent, rompant la promesse qu'elles avaient faite, et beaucoup font faillite, la plupart. Mais pas Wells Fargo. Elle survit à l'épreuve du feu, en parvenant à rembourser tous les clients qu'ils demandent, et elle acquiert une réputation de solidité et de fiabilité. Après cette crise, il n'y a plus beaucoup de concurrence, et elle en profite. Wells Fargo devient très profitable et s'étend très rapidement dans l'Ouest américain, dans les années 1850 et 60. Elle devient la grande banque du Far West. Elle était déjà une institution bancaire et postale, et elle étend encore plus ses services. Il y a un réseau d'agences qui deviennent en plus des stations de communication par télégraphe, et on crée des lignes de diligence entre les agences. Donc dans les années 1860 et 1870, la présence de Wells Fargo dans une ville californienne, c'est la garantie d'être non seulement équipé d'une banque, donc on peut se financer et déposer des économies, et d'une poste, mais aussi d'être connecté au réseau de communication et de transport. C'est très favorable et important pour le développement d'une ville. C'est un gage de sérieux qui attire d'autres affaires et encore plus de migrants pour grandir toujours plus. Donc pour Bodie, ça semble être le signal d'un avenir prometteur. La ville voit apparaître son premier journal, suivi de plusieurs autres. Elle a maintenant aussi des compagnies de pompiers, indispensables parce que tout est construit en bois et on fait beaucoup de feux. Il n'y a pas d'électricité encore à l'époque. Et consécration, quelques années plus tard, y arrive une ligne de chemin de fer avec une gare. Au long de sa rue principale, Main Street, elle a jusqu'à 65 saloons et aussi un petit Chinatown avec quelques centaines de migrants chinois. C'est la ville type de l'Ouest à l'époque. Et ça ne va pas sans problème aussi. Main Street, à Bodie, c'est un endroit dangereux, où des bagarres et des fusillades peuvent éclater autour des saloons. Des diligences sont attaquées parfois, en route ou à la sortie de Bodie. Il y a des fumeries d'opium qui ouvrent dans Chinatown. Tous ces éléments qui font un peu le folklore du Far West, dans les imaginations, sont présents à Bodie.
Mais pour les habitants de la ville, dans les années 1870-1880, c'est la réalité quotidienne, et c'est sans doute pas très romantique ni pittoresque. C'est surtout une vie dure et dangereuse, dans laquelle la loi et le droit ne sont jamais acquis. Après 4 ans de croissance explosive, les premiers signes de déclin apparaissent à Bodie à la fin de 1880. La production d'or est importante. Elle progresse jusqu'à une valeur de l'ordre de 3 millions de dollars de l'époque, ce qui fait pas loin de 100 millions d'aujourd'hui, si on ajuste de l'inflation. C'est-à-dire autour de 10 000 dollars par an et par habitant, ce qui au XIXe siècle est un revenu très élevé. C'est toujours difficile, loin dans le passé, de comparer des données économiques. Mais pour se donner des ordres de grandeur, c'est à peu près le double du PIB par habitant des États-Unis à l'époque. Et pour que ce soit comparable, si en plus de l'or, on prend en compte la valeur des autres services créés par les habitants de Bodie, on doit avoir un revenu moyen qui est 2 à 3 fois la moyenne américaine. Évidemment, c'est une moyenne. Ça ne veut pas dire que ce revenu est réparti de façon égalitaire. Et beaucoup des habitants de Bodie sont sans doute très pauvres. Mais cette moyenne, c'est beaucoup pour une ville qui n'existait pas encore quelques années plus tôt. Le problème, c'est que tout repose sur l'or. C'est l'or qui explique la présence de chercheurs d'or, des mineurs, et les autres activités, banques, magasins, saloons, leur sont presque exclusivement dédiées. L'économie locale n'a pas eu le temps de se diversifier. Il n'y a pas d'agriculture, pas d'industrie, et donc tout est suspendu à l'activité minière. Et malheureusement pour la ville, les filons s'épuisent très vite. Après 1880, la production baisse et les derniers arrivants ne trouvent plus rien. Alors ils commencent à partir, d'autant plus que d'autres sites ont été découverts et les rumeurs leur prêtent plus de potentiel. En 1880, dans l'Ouest américain, on parle de Tombstone en Arizona ou d'autres sites miniers récents dans le Montana ou l'Utah. Les chercheurs d'or sont prêts à plier bagages et la population de Bodie commence à se stabiliser et à s'étioler. Au départ, ça rééquilibre la population de la ville. Ces villes minières, autour des ruées vers l'or, avaient typiquement plusieurs hommes pour une seule femme. La démographie était complètement déséquilibrée. Mais avec le départ des mineurs et les naissances d'enfants dans la ville, son profil devient un peu plus familial et moins dangereux. On ferme des saloons et on ouvre des églises et des écoles. Et c'est avec ce nouvel équilibre que Bodie traverse les années 1880 et 1890. Avec les mines déjà ouvertes qui continuent à produire, aidées aussi par des innovations techniques des années 1890, qui permettent d'exploiter des filons moins riches, comme ce qu'on appelle le procédé au cyanure, qui permet d'isoler chimiquement l'or dans des minerais moins riches. Mais ça ne fait que freiner la chute de la population. Elle passe sous les 5000 dans les années 1900, sous les 1000 personnes ensuite, et Bodie devient déjà un peu fantomatique, avec plus de bâtiments que d'habitants. Les saloons ferment tous, l'hôtel ferme aussi, et en 1910, il ne reste plus que 700 personnes. Essentiellement des familles qui n'ont pas voulu partir, souvent parce qu'elles ont des enfants. Elles occupent une ville bien trop grande pour elles, où le prix des maisons est proche de zéro, il n'y a plus de demande. Le dernier journal publié à Bodie est imprimé en 1912. Vers 1914-1915, la production d'or est devenue négligeable, les mines sont épuisées. Il n'y a plus de trains qui s'y arrêtent, faute de trafic, et les voies ferrées sont démontées pour en récupérer le métal.
L'exode continue, et en 1920, il reste 120 habitants seulement. Et même si techniquement la ville n'est pas encore une ville fantôme, elle en a déjà l'air. L'agonie de Bodhi continue encore, jusqu'en 1940, où la population atteint 0. Une famille qui possède une grande partie des terrains, qui sont maintenant sans valeur commerciale, embauche quand même des gardiens pour éviter le vandalisme et maintenir en l'état quelques bâtiments. C'est ça qui évite à la ville de perdre les derniers restes de la période où elle était peuplée. Et elle devient donc une sorte de musée à ciel ouvert, figé dans le temps. En 1961, elle est classée comme vestige historique et transformée en parc. On la maintient en l'état. Les bâtiments ne sont pas réparés à neuf, mais on les préserve dans l'état où ils étaient il y a un siècle. Et ça devient un témoignage de ce qu'était une ville du Far West, une ville minière de la fin du XIXe siècle. Mais en même temps en préservant l'atmosphère fantomatique d'une ville abandonnée. On ne préserve pas seulement les bâtiments, on préserve aussi les signes d'abandon pour cultiver cette ambiance de ville fantôme. C'est une approche finalement assez caractéristique de notre époque. On aime voir d'anciens bâtiments comme vestiges de ce qu'était la vie à une autre époque historique. Mais on aime aussi les ruines, parce qu'elles sont chargées d'une émotion. Elles évoquent le passage du temps et elles racontent une histoire. La même chose se fait en Europe, où on préserve des ruines de différentes époques, de l'Antiquité au Moyen-Âge. On n'essaye pas de les reconstruire. On ne voudrait pas voir ce type de patrimoine reconstruit au point d'avoir l'air neuf. Les signes de vieillissement sont nécessaires pour qu'ils gardent leur pouvoir évocateur aussi. Il y a plein d'autres villes fantômes de la même époque aux États-Unis. Mais Bodhi est une des mieux préservées et des plus accessibles, même si seulement 170 bâtiments y sont conservés, c'est-à-dire moins de 10% de ce qu'elle était au temps de sa splendeur. Donc ça ne lui rend pas totalement justice, mais l'atmosphère, l'urbanisme, le travail de conservation, tout ça en fait un endroit remarquable à visiter. Et maintenant, on va se déplacer encore un peu pour notre troisième visite, pour un endroit spectaculaire qui nous emmène au Mexique. On va faire un tour à Real de 14. Imaginez qu'on est sur le plateau mexicain, une grande étendue aride, entourée de montagnes, qui occupe une grande partie du nord du Mexique. Le plateau est assez irrégulier, il y a des élévations et des dépressions, et notre destination se cache dans une des régions situées en altitude. Se cache parce que pour accéder à cette ville, il y a un seul passage. Un tunnel de plus de 2 kilomètres creusé dans une montagne. Ce tunnel n'est pas assez large pour que 2 véhicules s'y croisent, donc les voyageurs qui veulent entrer et sortir de la ville doivent attendre leur tour. Si on emprunte ce tunnel, à l'autre bout apparaît une grande ville, située dans une vallée, avec au loin des pics montagneux. À cet endroit, à la fin du XIXe siècle, il y avait 15 000 habitants, et la ville vivait de l'une des mines d'argent les plus riches du Mexique. À l'époque, elle avait de grandes villas, des avenues bordées par des dizaines de magasins, dont certains vendaient des produits de luxe importés directement d'Europe. Elle avait des églises en quantité, et même des arènes. L'histoire de Real de 14 ressemble à celle d'autres villes minières, un boom spectaculaire, suivi d'un déclin. Mais ici, il y a plus que cette atmosphère de ville fantôme. La ville n'a jamais été totalement abandonnée, parce qu'elle est aussi devenue une destination de pèlerinage. Il y a des pèlerins catholiques
qui viennent y voir une image de saint François, réputée miraculeuse. Et l'endroit est aussi sacré pour un peuple indigène du Mexique, le peuple Huichol. Chaque printemps, ils visitent la vallée pour laisser des offrandes dans un lieu sacré, le Cerro Quemado, la colline ou le mont brûlé. Et ils visitent aussi le désert en dessous de Real de 14, en contrebas, pour s'approvisionner en peyote, le cactus magique, avec des propriétés hallucinogènes. Les Huichol vivaient déjà dans les montagnes à l'ouest du plateau, longtemps avant que Real de 14 ne se développe. Pour eux, cette vallée est la limite orientale de leur terre sacrée, et c'est pour ça que c'est un lieu de pèlerinage. Pendant longtemps, il y avait un village, ou plutôt un hameau, dans cette vallée, avant qu'on découvre de l'argent dans les montagnes à côté, en 1772. À l'époque, le Mexique appartient encore à l'Empire espagnol, et ce nom de Real de 14, les 14 royaux, vient du fait que 14 soldats espagnols sont morts à cet endroit, tués par des guerriers indigènes. Et le nom a été donné à ce village qui était déjà là à l'époque, très reculé et difficile d'accès. La grande ville la plus proche, qui est San Luis Potosí, est à 200 km au sud. Donc entre l'isolement, les distances, le climat aride, il n'y avait pas grand-chose qui aurait pu permettre un développement de Real de 14, jusqu'à ce qu'on trouve ces dépôts d'argent. En 1779, 7 ans après la découverte, le hameau est devenu un village, et dans les décennies qui suivent, il se transforme en ville. La croissance n'est pas aussi rapide et spectaculaire qu'à Bodhi, mais elle dure beaucoup plus longtemps. La ville grandit tout au long du XIXe siècle, avec une population de fermiers qui émigrent à la recherche d'une vie moins dure, de mineurs qui cherchent un emploi ou de prospecteurs indépendants. La ville s'équipe, une fonderie pour l'argent y ouvre, des administrateurs venus contrôler la production du métal s'y installent, et tout au long du XIXe siècle, la ville bénéficie d'une hausse du prix de l'argent. À la fin du siècle, le pic de 15 000 habitants est atteint. Mais en 1900, il y a un crash du prix de l'argent. Et cette baisse de prix, à laquelle s'ajoute en plus un épuisement des mines, appauvrit brutalement la ville. L'ascension avait été assez progressive, lente. Par contre, la chute est fulgurante. Les habitants s'en vont par milliers, et bientôt Real de 14 n'a plus que quelques centaines de résidents, dans une ville 10 fois trop grande pour eux. Les visites de pèlerins sont la seule chose qui lui évite de se transformer en ville fantôme. Et c'est dans ces habits trop grands pour elle que la ville traverse tout le XXe siècle. Aujourd'hui, elle a environ 1000 habitants, et elle a gardé l'aspect pittoresque des villes mexicaines du XIXe siècle. Elle a servi d'ailleurs de décor à différents films. Je vous disais qu'une des raisons qui attirent les Huichol à la vallée de Real de 14, c'est pour récolter le peyote. Cette plante, c'est un type de cactus qui pousse près du sol et qui est surtout connu pour son utilisation rituelle et médicale par différents peuples d'Amérique du Nord. La plante est native du Mexique et du sud-ouest du Texas. Elle contient un hallucinogène qui s'appelle la mescaline, qui provoque des visions. Quand les Espagnols arrivent au Mexique, au XVIe siècle, son utilisation est très répandue chez les Aztèques. Mais ça fait déjà des milliers d'années que le peyote est utilisé en Mésoamérique. Et d'autres peuples le récoltent aussi. Une fois que la colonisation du Mexique commence, les autorités
et aussi l'Église catholique, répriment son usage, au motif que c'est un rite païen et aussi parce que c'est une drogue. Entre cette interdiction et la réduction ou l'acculturation des indigènes, l'usage du peyoté disparaît quasiment. Il se réduit à quelques petites zones du Mexique, le long de la côte pacifique et au sud-ouest du Texas. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, qui est le moment d'une redécouverte, d'une réappropriation de leurs racines culturelles par différents peuples indigènes. À l'époque, les persécutions religieuses se sont arrêtées ou au moins largement réduites, et entre autres, ils se réapproprient le peyoté. Son utilisation est très réglementée, seuls les huichols ont droit d'en récolter et d'en consommer au Mexique. Et pour des raisons religieuses, cérémonielles, pas récréatives. Mais ça ne veut pas dire que l'interdiction est toujours respectée. Un peu comme pour l'ayahuasca au Pérou, qui est une autre substance aux vertus psychoactives, même si on l'a fait à base de certaines lianes, pas d'un cactus. Le peyoté est aussi l'objet d'une petite activité touristique. Mais il est maintenant temps de quitter le Mexique et Real de 14 pour notre 4e et dernière visite de ce soir. Cette fois, on va beaucoup plus loin au sud, en Argentine, pour un type d'histoire très différent. Au XXe siècle, l'Argentine s'est faite une réputation d'instabilité politique et économique. Le pays a arrêté plusieurs fois de payer sa dette publique au extérieur. Il se débat régulièrement avec l'inflation et la pauvreté, et il semble aussi avoir du mal à sortir d'une sorte de montagne russe économique, avec des phases de boom et d'effondrement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Cette détérioration a commencé dans les années 30. Avant ça, au début du XXe siècle, l'Argentine était un modèle de croissance économique et de prospérité qui avait dépassé la majorité des pays européens en termes de revenus par habitant, y compris, et de loin, ses anciens maîtres, l'Espagne. L'Argentine a de grandes étendues de terres fertiles qui lui donnent de grands atouts pour être un pays agricole. À la fin du XIXe siècle, elle reçoit un afflux de capital étranger et d'immigrants européens, beaucoup d'Italiens et d'Espagnols notamment, mais aussi des Allemands, des Suisses, quelques Français et Anglais. Et tous ces facteurs la transforment en un pays riche, aux standards de l'époque. En 1905, son PIB par habitant, la richesse annuelle produite par personne, est identique à celle de l'Allemagne ou de la France et du Canada. Et les salaires moyens sont quasiment les mêmes qu'au Royaume-Uni. Donc l'Argentine a des revenus et un niveau de vie de pays développé, même si son économie n'est pas très diversifiée et dépend beaucoup des exportations agricoles. Elle a peu d'industrie. Et c'est aussi un pays très inégalitaire, plus qu'aujourd'hui. Mais cette prospérité attire l'immigration. Je vous mentionnais notamment les Italiens, dont descendent aujourd'hui à peu près un tiers des Argentins. Pour partir dans le Nouveau Monde, Buenos Aires est une alternative sérieuse à New York, à l'époque. Et l'urbanisme, l'architecture de Buenos Aires aujourd'hui, reflète encore cette histoire. On l'appelle le Paris de l'hémisphère sud, parce que beaucoup d'architectes étrangers, notamment français, sont embauchés pour répliquer le type d'immeubles, de bâtiments publics, de monuments qu'on trouve à l'époque dans les grandes capitales européennes. Relativement au reste du monde, l'Argentine atteint son pic économique juste avant la Première Guerre mondiale. La guerre a des répercussions dans le monde entier, y compris dans les régions où on ne se bat pas. En Amérique latine, la conséquence immédiate, c'est la chute de l'investissement européen. Tous ces pays dépendent du capital étranger, notamment britannique,
pour leurs infrastructures et pour leur industrialisation. Alors quand les puissances européennes ferment le robinet et rapatrient leurs capitaux, ça plonge toute l'Amérique latine dans une crise économique. Le capital européen ne reviendra en fait jamais dans les mêmes proportions, parce qu'après la guerre, les belligérants ont été largement ruinés. Ils sont passés de prêteurs à débiteurs du reste du monde. Le Royaume-Uni ou la France ne sont plus les banquiers du monde, et ils se replient, même dans les années 1920, quand la paix est revenue. Donc l'Argentine en souffre, mais elle n'est pas abattue. Elle repart de l'avant dans les années 20. Le vrai retournement, pour l'Argentine, c'est dans les années 30 qu'il se produit, avec la Grande Dépression. Mais notre histoire commence avant, dans les années 20, donc dans un pays plutôt riche, plutôt confiant dans son avenir, et qui suit les tendances de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire les débuts d'une consommation de masse et d'une civilisation, d'une culture des loisirs. Dans la province de Buenos Aires, il y a un lac, le lac Epecuén, avec une particularité. Ses eaux sont très salées, autant que celles de la mer Morte. Au début des années 20, cette particularité, qui est associée à un climat assez doux et à la proximité de plusieurs voies ferrées, ça donne à des entrepreneurs argentins l'idée de créer une ville d'eau, une station thermale au bord du lac Epecuén. Ils pourraient mettre en avant les propriétés de cette eau très salée et promouvoir la station comme un lieu idéal et facile d'accès pour des vacances et des cures thermales. C'est en fait une pratique déjà courante en Europe ou aux États-Unis de créer ce type d'installation. Avec le développement du tourisme, sur le bord des lacs et des mers, on crée depuis le XIXe siècle des villes de vacances, des lieux de villégiature, à partir de petits villages qu'on développe, ou même ex nihilo. En France, Deauville, Trouville, La Baule, et encore plein d'autres endroits, comme beaucoup de villes thermales, sont des développements de ce type. Dans les années 20, ce type de destination est avant tout encore pensé pour une clientèle assez aisée, parce que les congés payés n'existent pas encore, donc avoir des vacances et partir, c'est toujours un signe de fortune. Mais le public potentiel croît fortement, et au long du XXe siècle, le développement du tourisme de masse ne s'est jamais démenti. Donc un village avec un spa, appelé Villa Epecuén, est créé au bord du lac. Et comme ça marche, on y ajoute bientôt des hôtels, des restaurants, une gare. Quelques industries légères vont s'y implanter pour exploiter le sel du lac. Et des habitants fortunés de Buenos Aires commencent à y construire des résidences secondaires. Le concept fonctionne, et dans les années 30, Villa Epecuén a toute l'infrastructure d'une petite ville, connue du public argentin. La croissance se poursuit doucement, avec des à-coups parce que c'est l'Argentine, et qu'elle a commencé son cycle de populisme et de crise économique. Mais la croissance dure jusqu'aux années 80. Au début des années 80, la ville a une petite population permanente de 1200 personnes. Mais l'été, sa population grimpe jusqu'à 25 000. Elle a 6 000 chambres d'hôtel. Et comme d'autres destinations touristiques, elle s'est massifiée. C'est devenu un lieu de villégiature plutôt pour la classe moyenne. Mais ça fonctionne bien. Le seul problème à l'horizon, c'est que les eaux du lac Epecuén peuvent monter et descendre fortement, d'une année sur l'autre, en fonction des précipitations. Il y a aussi d'autres lacs dans la province, et de grandes étendues sont inondables, parce que ces lacs ont des niveaux différents, et ils peuvent se déverser les uns dans les autres, en provoquant de grandes inondations. Le problème est connu,
et on a anticipé la possible montée des eaux du lac Epecuén. Sur son rivage, on a construit une berge, une digue, 4 mètres au-dessus du lac, qui protège la ville si l'eau doit monter un jour. Mais au début des années 80, se succèdent plusieurs années de pluie assez abondantes qui font monter régulièrement le niveau du lac. C'est déjà arrivé avant, et à chaque fois ont suivi des années sèches qui ont fait baisser le niveau. Sauf que cette fois, ça n'arrive pas. En 1985, les pluies sont plus abondantes que jamais, et la province de Buenos Aires est touchée par plusieurs inondations. En novembre 1985, la hausse continuelle du lac, avec en plus des vents importants qui agitent sa surface, qui créent des vagues, donc les eaux montent de plus en plus, et finalement elles rompent toutes les digues qu'on a construites pour les arrêter. D'un coup, des millions de mètres cubes d'eau salée inondent Villa Epecuén. On a vu le désastre arriver, et l'évacuation permet d'éviter des morts. Mais 1500 personnes voient toutes leurs possessions englouties par le lac. Englouties parce qu'au lieu de repartir, de reculer, les eaux vont continuer à monter dans les 2 années suivantes, à cause des pluies qui ne s'arrêtent pas. Quand le lac atteint son niveau le plus haut, en 1987, tous les bâtiments de Villa Epecuén ont disparu. Il les a tous submergés et la ville est 7 mètres sous l'eau. Quelques années passent et dans les années 1990, l'eau se stabilise avant de commencer à très lentement reculer. Dans les années 2000, les toits de certains bâtiments commencent à réapparaître après des années sous l'eau. Et dans les années 2010, alors que la décrue s'accélère, la ville réapparaît dans son ensemble, avec ses rues, ses hôtels et ses maisons. Mais après plus de 20 ans sous l'eau salée, tout a changé. Les maisons et les arbres morts sont couverts d'une couche de sel, de part et d'autre de rues totalement silencieuses. Ici et là, des véhicules rouillés et couverts de sel ont aussi réapparu, autour des flaques qui s'assèchent lentement entre les ruines. Les seuls visiteurs sont des photographes et quelques journalistes et touristes curieux de voir par eux-mêmes les vestiges de la cité engloutie par le lac salé, avant d'être libérés et de revoir la lumière du jour, méconnaissable. C'est la fin de notre épisode pour ce soir. Vous pouvez maintenant fermer les yeux et vous laisser aller pour vous endormir. Si vous n'êtes pas encore fatigué, vous pouvez aussi choisir un autre épisode, une autre histoire de la bibliothèque des rêves et partir pour une nouvelle aventure. Je serai bientôt de retour avec une nouvelle histoire. Et d'ici là, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir.